Vous écoutez France Culture. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Les Nouveaux Chemins, on est ensemble jusqu'à 11 heures. Hey, you know what? Cette émission ne serait pas ce qu'elle est sans Geneviève Méric, Géraldine Mosna-Savoie, Tristan Grenassia et Sophie Marchand, et elle est réalisée cette semaine par Gilles Davidas, avec aujourd'hui, à la technique, Jacques Azubert. À 10h50, comme tous les jours, cap sur l'actualité éditoriale philosophique avec le journal de la philosophie, présenté par François Noudelman, qui recevra aujourd'hui Étienne Balibar à propos de son livre « Citoyen sujet » qui paraîtra au PUF le 5 octobre. C'est le deuxième temps aujourd'hui de notre semaine consacrée à Dostoïevski. Et après André Markovitz, qui est venu hier nous parler de l'idiot et du métier de traducteur, je vous propose de nous plonger sans plus attendre dans une réflexion sur l'acte gratuit, la justice et la folie, grâce à Jean-Louis Bacchès, venu nous parler de Crime et Châtiment. Écoute encore. D'un autre côté, des forces jeunes, fraîches, qui se perdent pour rien, sans soutien et par milliers, partout. 100, 1000 bonnes actions, bonnes entreprises qu'on pourrait organiser ou redresser avec cet argent de la vieille qui est condamné au monastère. Des centaines, des milliers peut-être d'existences remises dans le droit chemin. Des dizaines de familles sauvées de la misère, de la décomposition, de la mort, de la débauche, des maladies vénériennes. Et tout ça avec son argent. Si on la tuait, si on lui prenait son argent pour se consacrer avec à servir toute l'humanité et la cause commune, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que des milliers de bonnes actions ne pourraient pas effacer un seul petit crime de rien du tout? Pour une seule vie, des milliers de vies sauvées de la pourriture et de la décomposition. Une mort et 100 vies en retour. Mais c'est de l'arithmétique. Et qu'est-ce qu'elle peut valoir sur la balance commune, la vie de cette petite vieille phthisique, stupide, haineuse? Pas plus que la vie d'un pou, d'un cancrelat. Et même ça, elle ne le vaut pas. Parce que la petite vieille, elle est nuisible. Elle bouffe la vie des autres. Qui est là? Un ami, René Brunel. C'est encore vous? Je vous apporte une chaînette en or, avec une croix. La croix, elle est en or aussi? Une occasion, Madame Orvet. Entrez. Je suis venu ce matin, mais vous n'étiez pas là. J'avais affaire. Où est votre croix? J'avais peur de la perdre. Je l'ai mise dans une boîte. Et pourquoi votre boîte, elle est tellement bien ficelée? Je ne sais pas faire les paquets. Et pour défaire les nœuds, moi, je dois miser les yeux. Vous n'avez pas un couteau? Faites jamais ça. Couper une ficelle, ça porte malheur. C'est pas un bijou volé. Les étudiants ne sont pas des voleurs, Madame Orvet. On leur apprend le droit romain, le droit civil, le droit des gens. Bonjour Jean-Louis Bacchès. Bonjour. Lorsque Raskolnikov assassine la vieille usurière, Aliona Ivanovna, a-t-il en tête les raisons pour lesquelles il l'assassine? Il faut lui demander. Le texte ne dit pas grand-chose. Le texte décrit la manière dont il la tue. C'est décrit avec une énorme précision. Et puis il a des moments de rêvasserie, de songerie. Il se dit qu'il est fou. Il y a un passage que j'aime beaucoup où il essaie d'essuyer ses mains qui sont pleines de sang, et il essaie de les essuyer sur un chiffon rouge en disant comme c'est rouge, ça ne se verra pas. Puis juste après, il se dit mais je suis idiot, je perds la tête. Enfin, et il est dans un état qui est peut-être un état second. En tout cas, je n'ai pas l'impression qu'il soit en train de déduire philosophiquement des raisons de philosophie du droit. Et pourtant, il a entendu avant cette conversation dont on a entendu un extrait au début de cette émission, l'extrait qui était lu par Georges Claes, où Raskolnikov entend un étudiant avancer les raisons pour lesquelles le meurtre de la vieille usurière serait tout à fait justifié. C'est un calcul d'arithmétique, dit-il. Si on la tuait, si on lui prenait son argent, on pourrait ainsi rendre service à toute l'humanité.
Oui, c'est un calcul d'arithmétique. Ceci étant, la question se pose de savoir si la scène à laquelle vous faites allusion, qui est donc, si je ne me trompe, au 4e ou 5e, non, un peu plus loin, enfin, dans la toute première des 6 parties de Crime et Châtiment, et la question est de savoir si cette scène représente le commencement absolu. Vous parlez du meurtre de la vieille usurière ou de la discussion ? Je parle de la discussion. Est-ce que cette discussion représente le commencement absolu de la pensée de Raskolnikov ? Je peux faire un détour ? Alors, 1884, on traduit en français Crime et Châtiment sous le titre Le Crime et le Châtiment. Et ça a un succès fou à Paris, un peu malgré les critiques qui sont affolées, enfin peu importe. Ça a tellement de succès que 4 ans après, à l'Odéon, qui est alors à ce moment-là un lieu d'expérience un peu, on joue Le Crime et le Châtiment d'après le roman russe de Théodore Dostoïevski. Je vous passe le nom des auteurs qui n'a pas une extrême importance. Ce texte, à ma connaissance, est à peu près introuvable, sinon en bibliothèque, mais je me rappelle avoir ri comme un malheureux le jour où je l'ai découvert. C'est un texte où on vous passe Raskolnikov à la moulinette, on vous passe le roman au chablon de la narration parfaite de la bonne tragédie ou du drame bien fait. Moyennant quoi, on a une description extrêmement précise de la manière dont Raskolnikov aboutit à l'idée qu'il est normal, souhaitable, et somme toute moralement justifié, au nom de quelle morale, ça reste à voir, de d'estourbir la vieille, qui d'ailleurs est sur scène. On la voit sur scène. Tout se passe. La première scène se passe dans un espèce de bistrot absolument invraisemblable où tous les personnages ou presque sont réunis. Entre parenthèses, ça se passe aussi à un moment où il y a dans les rues de Maître de Neige, parce que tout de même, c'est un roman russe, donc il faut que ça se passe. Vous vous rappelez, le roman commence par l'indication du mois de juillet. Il fait une chaleur épouvantable dans Pétersbourg et d'un bout à l'autre du roman, les gens ont du mal à respirer tellement il fait chaud. Mais alors, quand on traduit ça pour un public français en 1888, eh bien, on met de la neige. Alors, la neige, c'est une chose. Les longs baisers hollywoodiens entre Raskolnikov et Sonia, c'en est une autre. Les critiques, en général, ont apprécié. C'est le contresens total. Hein. Bien. Mais alors, ce qui m'intéresse ici, si vous voulez, c'est précisément le problème la de cette question pièce de ce démarrage. Voilà, mais est-ce que ce détour par cette pièce était pour justifier justement l'absurdité d'une interprétation purement psychologique de ce roman ? Si vous voulez, mais avant d'en venir là, il faut tout de même rappeler que le crime de Raskolnikov sort d'une espèce de brume qu'on ne peut pas maîtriser. On peut essayer de poser des questions d'ordre psychologique, mais on n'y arrivera pas. De ce point de vue-là, la scène entre Raskolnikov et Sonia, au moment où il lui a fait comprendre qu'il est l'assassin, cette scène est extraordinaire, parce que Raskolnikov parle et n'en finit pas de parler, et à chaque fois, chaque justification qu'il donne, Sonia lui fait comprendre que ce n'est pas ça, qu'il y a autre chose. Enfin, elle-même ne comprend pas, mais elle comprend que ça n'est pas ça. C'est que les paroles sont impuissantes à donner un sens à ce qui s'est passé, que là on est dans l'acte pur et non pas ça dans l'interprétation. n'est pas dépourvu de sens, mais la belle explication parfaitement peaufinée et qui permettra de justifier le crime aux yeux d'on ne sait quelle juridiction, fantastique évidemment, cette belle construction ne tient pas debout. Il y a énormément de choses, tout est complexe, tout est multiple dans ces tentatives d'explication. Il ne fallait plus perdre un seul instant. Il sortit complètement la hache, la brandit à 2 mains, en n'ayant presque pas conscience de lui-même, et presque sans effort, presque machinalement, il laissa retomber le marteau de la hache sur le crâne. C'était comme s'il n'y mettait aucune force, mais à peine avait-il baissé la hache que les forces naquirent au fond de lui. On a là l'acte fondateur. Les forces lui viennent au moment même où la hache touche le crâne de sa victime. Ce qui montre bien ce que vous disiez tout à l'heure, que ce n'est pas tant par les paroles, par un choix, ni même par une conscience. Le texte insiste bien sur le fait qu'il n'avait pas conscience de lui-même, mais c'est le geste, l'action qui fonde
non seulement le roman lui-même, mais Raskolnikov en tant qu'individu. Jean-Luc Bacchès. Oui, c'est l'acte, absolument. Et ce sont aussi les paroles, mais prises dans un tout autre sens. Je vais sauter, si vous voulez bien, de Raskolnikov à Marmeladov. Vous savez que nous avons conservé les carnets de notes de Dostoïevski. Ils ont été publiés, traduits en français, faciles à lire. Nous avons beaucoup de mal à les lire parce que nous ne savons pas dans quel ordre Dostoïevski a pris les notes. Et il a dû noter les choses quand l'idée lui venait passer par l'esprit, et il trouvait une page blanche et il écrivait. Donc, rétablir l'ordre dans lequel les choses se sont faites est très difficile. Il n'en reste pas moins que on a cette date du 7 août, si je ne me trompe, qui serait le moment où il aurait commencé à travailler, donc en 65, vraisemblablement, je ne sais plus. Et juste après, on a deux choses fondamentales. Il y a le petit cheval et le fonctionnaire à la bouteille. Alors cette fois, j'ai un peu l'impression, si vous voulez, qu'on tient un commencement absolu. Non pas le commencement absolu du crime de Raskolnikov, mais le commencement absolu du roman. Ça n'est pas vrai, bien entendu. Il y avait des projets qui allaient un peu dans tous les sens, plusieurs projets qui se sont réunis. Mais là, on a le sentiment que Dostoïevski tient avant tout à ces deux choses. D'une part, un personnage d'ivrogne, ça c'est prévu depuis un certain temps, et d'autre part, le rêve de Raskolnikov, ce rêve de la mort du petit cheval, ou de l'assassinat du petit cheval, si vous voulez, qui est un rêve prémonitoire d'une certaine façon, qui est en même temps un souvenir, et là il se joue quelque chose. Il court vers le cheval, il le dépasse, il voit qu'on la fouette sur les yeux, oui vraiment les yeux, il pleure. Il a le cœur qui se soulève, ses larmes coulent. L'un de ceux qui fouettent le touche au visage, il ne sent rien, il se tord les bras, il crie, il se précipite vers un vieillard chenu à barbe blanche qui secoue la tête et condamne tout cela. Une femme lui empoigne la main et veut l'entraîner à l'écart, mais lui, il s'arrache à nouveau, et à nouveau, il court vers le cheval. Le cheval en est à ses derniers efforts, mais il se remet à ruer. Jean-Luc Bacchès, on est là au début du roman, on est au 5e chapitre du premier livre, lorsque Raskolnikov fait ce rêve donc de cette jument. Il s'imagine lui, enfant, et cette jument que l'on torture devant ses yeux. Comment interpréter ce rêve ? Vous avez dit tout à l'heure qu'il avait une valeur fondatrice également. Alors, vous avez raison de souligner, c'est un rêve d'enfant, et c'est donné comme un souvenir. Vu en rêve, mais c'est un souvenir. Donc, d'une certaine manière, le meurtre de la vieille commence dans l'enfance de Raskolnikov. Et à cette époque-là, il est étranger. Il est témoin ému, témoin bouleversé de cet acte de pure cruauté qui est l'assassinat du petit cheval. Vous ajoutez que l'assassin est ivre et que, d'autre part, il a un public. C'est très important. Il a invité toutes sortes de compagnons de beuverie à prendre place sur sa charrette. Le petit cheval ne peut pas traîner une foule pareille. Et donc, il bat son cheval jusqu'à le tuer avec l'accord et même la complicité des autres. Un meurtre absurde, un meurtre qui est aussi incontestablement lié à l'ivresse. Ce qui m'amène à l'autre personnage, qui est Marmeladov, un nom ridicule. Marmeladov est donc quelqu'un que Raskolnikov a rencontré dans un bistrot, alors un vrai bistrot à la russe, vraiment un bouge, si j'ose dire. C'est un lieu qui est collant.
Voilà, les C'est tables dit. sont crasseuses, Ah oui. les gens sont sales en haillons, Oui, et il y a oui. de l'alcool partout. Ah bah écoutez, quand j'ai lu Crime et Châtiment en russe, enfin, moi, j'étais tout débutant, j'avais juré que je ne regarderais pas le dictionnaire et que je ne regarderais les mots que quand quand ils commenceraient à me sortir par les yeux. Et le premier mot que j'ai appris dans Crime et Châtiment, c'est lipki, et collant. Gluant, voilà. Bon. Et, donc, Raskolnikov rencontre Marmeladov qui lui fait sa confession et qui lui parle de Sonia. Marmeladov est le père de Sonia. Bon. Marmeladov est un fonctionnaire ivrogne. Il vit dans la misère. Quand il songe à ne pas boire, il y a des gens pour lui retrouver un poste et un traitement. Mais éventuellement, il se met à boire et alors la misère est abominable. La misère est telle que sa fille aînée, fille d'un premier mariage, est vendue. Elle par- vend son corps pour nourrir sa famille. Je dis est vendue, je suis même pas sûr qu'elle le vende elle-même. Enfin, je dis parce qu'il y a toutes sortes de gens pour s'en occuper. La belle-mère s'en occupe quelque peu, et puis il y a des voisines qui en plus sont allemandes, et ça c'est très mauvais dans le roman en question. Et alors Marmeladov, c'est un mot que Dostoïevski note. Marmeladov dit. Alors dans un moment, il hésite entre des moments de très grande tristesse et puis des moments où il est très fier des ignominies qu'il fait. Il dit qu'il est allé voir Sonia et qu'il lui a demandé de l'argent alors qu'elle n'en a pas tellement. Il lui a pris tout cet argent et pourtant elle en a besoin de cet argent. Elle en a besoin parce que il faut être belle, il faut être maquillée, il faut être propre sur soi. Enfin, c'est chistata. Alors là, les traducteurs se cassent le nez, il n'y a pas moyen. Parce que le dictionnaire vous dit propreté, c'est vrai, mais ça veut dire aussi la pureté. Et Marmeladov est très conscient de l'horrible calembour qu'il est en train de faire, de parler de si j'ose dire, de la propreté, de l'impur. Enfin, c'est effroyable. Or, c'est avec ça que Dostoïevski attrape les gens. Avec un mot, avec une attitude, avec une façon d'être. Et je dis un mot, pas une pensée, pas une phrase complète, non, un mot. Ce calembour horrible vous fait tout Marmeladov. Marmeladov joue un rôle déterminant pour Raskolnikov puisque c'est un de ses amis et dès leur première rencontre, dès le premier regard quasiment, au tout début du roman, Dostoïevski écrit, il y a des rencontres avec des gens qui nous sont même complètement inconnus, auxquels nous commençons à nous intéresser au premier regard, comme d'un seul coup, soudain, avant d'avoir dit le premier mot. C'est-à-dire, donc on en revient à ce que vous disiez sur le mot qui définit un caractère, un personnage, avant même la parole, avant même l'adjectif qui vient définir le personnage, la rencontre a lieu et l'amitié se fait. Il y a là presque comme un coup de foudre amical et ce n'est pas sans rappeler ce dont on parlait hier, la rencontre entre le prince Mishkin et Rogojine. Absolument. Alors, pour en revenir au début, s'il y a des traces d'un moment où Dostoïevski semble avoir brutalement aperçu ces personnages, et pas du tout sous la forme de fiches techniques, en revanche, on ne sait jamais quand a commencé le crime de Raskolnikov. Tenez, il y a une chose qui est tout de même assez caractéristique et amusante. Il y a un article que Raskolnikov a écrit sur le droit au crime. Plus précisément, c'est un article sur le crime. À la fin de cet article, il y a une phrase ou deux, et le juge d'instruction, Porfiry Petrovitch, qui est tombé sur l'article, s'y est intéressé. Non, avant même peut-être de s'imaginer que Raskolnikov pourrait être l'assassin de la vieille usurière. Et cet article, on en parle. Raskolnikov lui-même l'a oublié. L'article a été publié à son insu. Cet article, on en parle, mais le lecteur, vous et moi, ne peut en lire pas la moindre phrase. Cet article est dans le brouillard, dans cette espèce de passé, au même titre que ce mois de
tergiversations, d'hallucinations, d'inventions variées que Raskolnikov passe dans sa chambre. On ne sait pas, on n'arrive pas à dire ce qui l'a poussé. On ne connaît de ce texte que ce que Porphyre, donc le commissaire, va en dire et les discussions qu'ils vont avoir avec Mais Raskolnikov. il ne le cite pas. Vous n'avez pas la moindre citation expressis verbis du texte en question. J'ai été très amusé par votre façon de classer les hommes entre les ordinaires et les extraordinaires. Les hommes ordinaires, dites-vous, doivent obéir à la loi parce que, eh bien justement, parce qu'ils sont ordinaires. Mais les hommes extraordinaires ont le droit de transgresser la loi parce qu'ils sont extraordinaires. C'est bien ça. Pas exactement. Je maintiens qu'un tel homme ne devrait pas être jugé d'après les critères habituels. Prenez Napoléon, par exemple. Cet homme a sacrifié des millions de vies humaines. Mais il a bâti un empire, alors personne ne le condamne. Il n'empêche, mon cher, que j'imagine mal votre Napoléon en train de tuer cette prêteuse sur gage. Je suis heureux que mes théories vous donnent l'occasion de faire de l'esprit. Ah, ne soyez pas susceptible. Voyez-vous, mon cher, je suis un pragmatique, un policier. Je me demande seulement ce que je pourrais dire à mes hommes. Comment les aider à faire la distinction entre le troupeau et les grands hommes? Ce qui pourrait nous simplifier la tâche, c'est si ces derniers avaient une marque distinctive, comme une médaille, un ruban, ou une ressemblance avec Napoléon. Comme vous, par exemple. Le type du criminel, c'est le type de l'homme fort placé dans des conditions défavorables. Un homme fort qu'on a rendu malade. Ce qui lui manque, c'est l'état sauvage, une nature et une forme d'existence plus libre et plus dangereuse dans lesquelles se justifie tout ce qui, dans l'instinct de l'homme, peut servir d'arme offensive et défensive. Ces vertus sont mises au ban par la société. Les pulsions les plus vives dont il est doté s'entrelacent d'emblée aux affects dépressifs, le soupçon, la crainte, le déshonneur. Mais c'est là presque la formule de la dégénérescence physiologique. Quiconque doit faire secrètement, avec une longue tension, avec précaution, avec ruse, ce qu'il sait faire le mieux, ce qu'il aimerait le plus faire, celui-là devient anémique. Et comme ses instincts ne lui rapportent jamais que danger, persécution, malheur, sa sensibilité, à son tour, se retourne contre ses instincts. Il les ressent comme des calamités. C'est notre société domestiquée, médiocre, châtrée, qui fait qu'un homme resté nature, venu des montagnes ou des aventures de la mer, dégénère nécessairement en criminel. Ou plutôt, presque nécessairement, car il y a des cas où un tel homme s'avère plus fort que la société. Le Corse Napoléon en est le cas le plus célèbre. Pour le problème qui se présente ici, le témoignage de Dostoïevski est capital. Dostoïevski, le seul psychologue, soit dit en passant, dont j'ai quelque chose à apprendre. Cet hommage que rend Nietzsche à Dostoïevski, Jean-Luc Baquet, est assez émouvant, et fait un écho direct avec l'extrait de film que l'on vient d'entendre, où on avait donc cette discussion entre le commissaire et Raskolnikov, le commissaire qui commente donc l'article de Raskolnikov qu'il a lu, et cette distinction entre les hommes ordinaires et les hommes extraordinaires. Et donc, la question de savoir dans quelle mesure les hommes extraordinaires auraient le droit de tuer, un prétendu droit de tuer. Jean-Luc Baquet. Je me pose la question de savoir si le texte de Nietzsche s'applique à Raskolnikov. C'est un texte qui irait très bien à d'autres personnages, notamment, je pense à quelqu'un dont il est question dans ce roman qu'on appelle à tort les possédés et qu'on ferait mieux d'appeler les démons, qu'on fait mieux d'appeler les démons. C'est un personnage qui est mis en relation avec le héros du roman, avec Stavrogin. C'est un personnage historique, un certain Lougine, qui est considéré... Non, c'est pas Lougine, pardonnez-moi. C'est un personnage qui est considéré comme une espèce de brute, qui est au-dessus des lois, qui se met d'emblée au-dessus des lois. Mais c'est un personnage de très grande... comment dirais-je de très grande force personnelle. Alors que Raskolnikov, justement, doute de lui. Et l'argument de Porphyre Petrovitch, qui est le juge d'instruction, et pas exactement le commissaire, c'est très important à l'époque. Eh bien, l'argument de Porphyre Petrovitch est très intéressant. On ne voit pas Napoléon assassiner une vieille usurière. Et précisément, Raskolnikov manque son affaire parce que ce qu'il fait, ça n'a pas d'allure.
C'est un crime crasseux. Ça n'a pas la grandeur démoniaque des grands criminels du romantisme. Ça n'a pas d'allure et pourtant Raskolnikov lui-même essaye de se demander qu'aurait fait Napoléon à ma place. Est-ce qu'il aurait assassiné cette usurière? Non, car ce n'est pas assez monumental, c'est l'adjectif qu'il emploie. Ouais. Mais il se dit quand même, il l'aurait tué, mais sans y penser, sans y penser à deux fois. Il serait passé à l'acte. Il y a cela aussi, effectivement. Ce qui repose quand même la question de la légitimité de certaines actions de la part d'hommes soi-disant extraordinaires. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'une légitimité? J'avoue n'avoir jamais compris comment on peut parler de légitimité, parce que précisément, qui est juge de cette légitimité? Puisque les humains en général sont d'emblée mis de côté. Ce n'est pas eux qui vont admettre que ce crime est légitime. Alors, est-ce que c'est à ses propres yeux que le personnage se justifie? Mais précisément, c'est cette idée d'auto-justification, vous avez raison, la lier à l'absence de doute, à l'absence même de conscience à la limite. On agit comme une brute, il n'y a pas de problème. D'autre part, si vous voulez, le texte de Nietzsche en question, alors j'avoue ne pas savoir, et je crois que personne ne sait ce que Nietzsche pouvait avoir lu de Dostoïevski. Il y a des choses de texte dont on sait qu'il les a lus, mais pour d'autres, la question se pose. Il y a derrière ça les souvenirs de la Maison des Morts. Et la rencontre par Dostoïevski d'un certain nombre d'assassins de toute espèce. Souvenir de la Maison des Morts, c'est le texte qu'a écrit Dostoïevski après son séjour au bagne. Oui, et juste avant Crime et Châtiment, enfin quelques années avant. Et le Souvenir de la Maison des Morts, qui est un texte de témoignage, la fiction est vraiment réduite à très peu de choses, met en scène un très grand nombre d'assassins qui sont des gens du peuple. Alors, ou bien des assassins par erreur, ou bien des assassins de métier, si j'ose dire, et en tout cas des gens qui ne se sont pas posés de questions. J'ajouterais qu'il y a dans le nombre aussi un certain nombre de cas pathologiques graves. Mais cette distinction entre les hommes ordinaires et les hommes extraordinaires, si elle n'est pas représentative de la façon dont Raskolnikov se conçoit lui-même, rien n'est dit qu'il se conçoit comme un homme extraordinaire ou comme un homme ordinaire, pose cependant la question de la justice, qui est capitale. Puisque si l'on admet cette distinction-là, alors il faut reconnaître que les hommes extraordinaires n'ont pas à subir le même jugement et donc ne se soumettent pas à la même justice que les hommes ordinaires. Et Raskolnikov lui-même est en prise avec cette réflexion-là, puisqu'il se demande, il essaye de jouer avec la justice, disons, administrative, mais il y a une autre forme de justice qui est très importante pour lui, notamment par le personnage de Sonia, qui est la justice divine, Jean-Louis Baquès. Alors, est-ce que c'est en termes de justice que cela se pose? La question se pose, justement. La question se pose, car Sonia dit à Raskolnikov, il faut que tu avoues. Il faut que tu te livres à la justice. Et très clairement, ça, tous les commentateurs sont d'accord là-dessus, Sonia veut ramener Raskolnikov, qui s'est séparé de l'humanité par son geste, veut le ramener dans la communauté des humains. La chose est extrêmement claire. Et alors, ça n'est peut-être pas uniquement de justice qu'il est question. Vous savez, dans Les Souvenirs de la Maison des Morts, il y a un détail qui est tout à fait frappant et qui est étonnant pour des Occidentaux. Dostoïevski dit le peuple russe, les gens dans les petites villes de Sibérie autour de la Maison du Bagne, ne disent pas les criminels, ils disent les malheureux. Et j'ai retrouvé il y a 3 jours le même terme dans le reportage que Tchekhov a fait plus tard, en 90, sur l'île de Sakhaline, sur le Bang, donc qui est au diable, du côté de Vladivostok, qui est dans un pays abominable. Les gens disent les malheureux. Et pour comprendre Sonia, pour comprendre ce qui se passe dans Crime et Châtiment, je crois que c'est très important. Mais le terme de malheureux transpose la question de la justice au sein de la conscience. On peut comprendre le malheur comme étant le fait comme l'expression d'une culpabilité. Oui, et la question se pose de la responsabilité. Est-ce que la responsabilité, dans ce discours-là, est comprise comme elle est comprise par le droit occidental moderne? De la responsabilité ou de la culpabilité? Les deux. Bien entendu, le malheureux est coupable. Et incontestablement, il est d'une certaine façon responsable. Et pourtant, la hache est tombée toute seule. Vous êtes
d'avance? Je ne vous attendais que dans 1 heure. C'est vrai, j'oubliais que vous n'avez plus de montre. Arrêtez de jouer au chat et à la souris avec moi. Si vous avez des charges contre moi, arrêtez-moi et poursuivez-moi en justice. Voyons, mon cher... Je ne suis pas votre ami. Je ne vous permets pas de me torturer de cette façon. Je ne vous permets pas! J'ai bien peur que vos nerfs ne soient en train de vous lâcher. Vous me rappelez certains types d'individus qu'on retrouve mêlés à tous les grands crimes. C'est affreux pour ces malheureux. Sans arrêt, ils ruminent, ils broient du noir. Par une espèce de perversion mentale, ils arrivent à se convaincre qu'ils sont coupables. Et ensuite, ils viennent ici, comme vous. Et ils insistent pour aller en prison. Allez donc vous promener au grand air, regardez les nuages, laissez la paix envahir votre âme tourmentée. Il n'y a pas de plus grande joie sur cette terre que la paix. Si vous étiez coupable, la dernière chose à faire serait de vous jeter en prison parce que ça mettrait fin à votre peur. Comme votre esprit reprendrait de l'assurance, je perdrais certainement de bonnes occasions de trouver des nouvelles preuves contre vous. Dans une affaire comme celle-ci, je peux me permettre d'attendre. Tôt ou tard, le coupable viendra me voir et avouera parce qu'il voudra la paix. Savez-vous que lorsqu'un homme fait des aveux de son plein gré, sa peine est réduite? J'ai peut-être l'air de prêcher, mais je suis absolument convaincu qu'aucun tribunal n'est aussi implacable que notre propre conscience. On ne peut rien imaginer d'aussi horrible que la torture que sa conscience inflige à un coupable. Construisez un palais, remplissez-le de marbre, de tableaux, d'or, d'oiseaux de paradis, de jardins suspendus, de toutes sortes de choses, et entrez-y. Peut-être bien que vous n'auriez jamais l'envie d'en sortir. Peut-être que vous n'en sortiriez jamais. Tout s'y trouve. Mais soudain, un rien. Votre palais va être entouré d'une palissade. On vous dit « Tout ici est à toi, jouis-en à ton aise. » Seulement, pas un pas hors d'ici. Soyez persuadés qu'au même instant, vous voudrez laisser là votre paradis et sauter le mur. Bien mieux, tout ce luxe, toute cette jouissance ne feront que redoubler vos souffrances. Oui, une chose seulement est absente, l'air libre, la liberté chérie. Я несла свою беду по весеннему по льду, подломился лед, душа оборвалась. Камнем под воду пошла, а беда хоть тяжела, за острые края задержалась, за острые края задержалась. Il est 10h33 sur France Culture. Vous écoutez Les Nouveaux Chemins de la Connaissance où nous parlons toute cette semaine de Dostoïevski et aujourd'hui de Crime et Châtiment avec Jean-Louis Bacchès. Слухи ходят вместе с ней, с кривотолками. А что я не умерла, знала голая ветла и еще перепела с перепелками, еще перепела с перепелками. Jean-Louis Bacchès, lorsque Raskolnikov, dans l'extrait qu'on a entendu, en vient à appeler à la justice pour se défaire de sa propre conscience, il me semble qu'il en appelle à un châtiment judiciaire extérieur à lui-même pour libérer sa propre conscience. Oui, c'est l'interprétation première. C'est en tout cas conforme au projet de Dostoïevski tel qu'il l'a exprimé dans une lettre antérieure aux notes dont je parlais tout à l'heure, à l'usage du directeur de revue qui allait publier le roman. Il a bien expliqué que la thèse du roman était le criminel ne supporte pas lui-même son crime. C'est la lettre à Katkov de voilà, 1865. Voilà. Mais ceci étant, j'ai l'impression que il faut aller beaucoup plus loin. Alors, nous sommes allés dans une certaine direction quand, à partir des Souvenirs de la Maison des Morts, j'ai évoqué toute la tradition du bandit,
du criminel qui aime la liberté. Il y a un superbe poème de Pouchkine qui s'appelle « Les frères brigands », où des gens se font la belle, comme on dit dans le langage en question. Oui, le texte sur la liberté que j'ai lu ensuite est tiré des carnets de la Maison des Morts, effectivement. Oui, et c'est une vieille tradition. Il y a dans l'archipel du Goulag, il y a un chapitre sur les évasions qui est une chose bouleversante, absolument. Alors, il y a cette dimension-là. Et puis, il y a l'autre dimension. Dans cette chanson que vous passiez, là, on entend la dame dire « Yaoumirla, Yaoumirla, je ne suis pas morte ». Le mot de vie est un mot absolument fondamental dans Crime et Châtiment. Et ce que Sonia apprend à Raskolnikov, c'est peut-être l'envie de vivre. Et la liberté a probablement quelque chose à voir avec cela. La tentation de Raskolnikov, à un certain moment, elle est exprimée dans les carnets, il y a des traces dans le roman, c'est le suicide. La situation où il est insupportable. Mais précisément, il va arriver, Sonia l'y aidant, il va arriver à échapper au suicide et on laisse se suicider Svidrigaïlov, qui est peut-être le personnage le plus important du roman. Personnage absolument terrifiant, à bien des égards. Il faut que Svidrigaïlov se suicide pour que Raskolnikov se sauve. Et Svidrigaïlov est un personnage, je vais un peu vite, Svidrigaïlov est un personnage qui apparaît, j'oserais dire, dans les mêmes conditions que celles que j'ai évoquées à plusieurs reprises. C'est à la fin de la 3e partie, donc exactement au milieu du roman. Raskolnikov vient de faire un rêve effroyable. Il rêve qu'il tape sur la vieille et que la vieille ne meurt pas, il rit, il se moque de lui. Et il se réveille, il y a là devant lui quelqu'un qui se présente et Raskolnikov se dit « mais est-ce que c'est mon rêve qui continue ?» Et Svidrigaïlov fait partie de cet invraisemblable monde onirique dans lequel baigne le roman le roman à thèse que Dostoïevski a voulu faire et n'a, à mon sens, heureusement, pas réussi à faire. Si bien que pour assumer la culpabilité soit fondamentale, on pourrait concevoir que chez Dostoïevski, il y a une conception anthropologique de l'homme qui est fondamentalement, essentiellement coupable. Dès sa naissance, la question se pose, même si on l'a vu hier, le rôle de l'enfance chez Dostoïevski laisse penser que l'homme aurait été innocent à un moment de sa vie, puis qu'il devient coupable ensuite. Mais en tout cas, les 2 exemples que vous venez de prendre montrent bien que face à la culpabilité de l'homme, en l'occurrence Raskolnikov face à sa propre culpabilité, puisqu'il a tué l'usurière, pour se cacher à lui-même ce sentiment de la faute, c'est comme s'il devait commettre de nouvelles fautes et surtout essayer de s'insérer à nouveau dans le monde. Et donc si bien qu'il a le choix entre d'un côté le suicide et de l'autre l'aveu. Et l'aveu est cette façon que Sonia lui propose de se réinsérer dans le monde pour rebâtir sur cette culpabilité initiale, Jean-Louis Bacchès. Mais la culpabilité, elle n'est pas liée au meurtre elle est là avant. Et c'est bien pourquoi un certain discours de psychologie banale ne mord pas sur ce satané roman. Dostoïevski aurait dit un jour à un de ses proches qu'il avait, singulièrement après les crises d'épilepsie, le sentiment d'avoir commis une abomination. Le sentiment d'être responsable d'un crime. Et il n'y a aucune espèce de précision là-dessus. C'est simplement très profondément vécu le remords ou la honte, on ne sait pas quoi, d'avoir commis on ne sait pas quoi, qui est simplement affreux. Et les choses jouent là-dessus. Bon. Ce qui entraîne cette structure cyclique entre le rêve de la jument, l'assassinat de l'usurière et ensuite l'aveu à Sonia, l'aveu qu'il mime, qu'il n'arrive pas à exprimer. On a là comme une continuité entre ces 3 scènes. Ça, c'est comme un crime sans cesse revisité qui le hante. Au moment où les Français ont découvert Dostoïevski, on a dit merveille d'un livre qui s'appelait Le roman russe, du vicomte Eugène Melchior de Vogüé, livre qui a été republié récemment, livre qui a beaucoup vieilli pour toutes sortes de raisons, où il y a des idées géniales.
Et Vogüé avait vu ça. Raskolnikov n'est pas capable de dire à Sonia « c'est moi qui ai tué Elisabeth ». Raskolnikov rejoue le meurtre. Alors, le meurtre d'Elisabeth, entendons-nous bien. Alors, tu ne devines pas ? Demanda-t-il soudain avec la sensation de se jeter du haut d'un clocher. Regarde bien. Et à peine avait-il dit ces mots qu'une nouvelle fois une sensation connue, déjà vécue, lui glaça soudain toute l'âme. Il la regardait, et soudain, sur son visage, ce fut comme s'il voyait le visage de Lisaveta. Il revoyait, clair comme le jour, l'expression du visage de Lisaveta quand il s'approchait d'elle avec la hache et qu'elle reculait vers le mur, le bras en avant, avec une peur complètement enfantine sur le visage, exactement comme les petits-enfants, quand soudain ils commencent à avoir peur de quelque chose, ils fixent d'un regard immobile et inquiet l'objet qui leur fait peur, ils reculent et leurs petits bras tendus en avant, ils sont prêts à pleurer. C'était presque la même chose qui venait d'arriver à Sonia. Elle le regarda un certain temps, avec la même impuissance, la même peur. Puis, soudain, tendant le bras gauche, elle appuya ses doigts sur sa poitrine, mais à peine, pour ainsi dire, en l'effleurant, et se mit à se lever lentement du lit, en s'écartant de plus en plus, et le regard qu'elle portait sur lui se figeait de plus en plus. La terreur qu'elle éprouvait se communiqua soudain à lui, comme si une terreur exactement semblable s'exprimait sur son visage, comme s'il la regardait exactement comme elle et presque avec le même sourire d'enfant. « Tu as deviné ?» chuchota-t-il enfin. Jean-Louis Baquès, ce texte de l'aveu muet que fait Raskolnikov à Sonia est assez troublant, je dois dire, puisque au moment où il annonce, en le mimant, le fait que lui-même soit l'assassin, non pas de la vieille usurière, mais de sa sœur, que connaissait Sonia, il voit Sonia adopter la même attitude qu'avait cette deuxième victime. D'ailleurs, c'est cette deuxième victime qui lui pose un problème, parce qu'il se dit, mais elle n'avait rien demandé, je l'ai tuée parce qu'elle était à côté de l'usurière. Et de voir ainsi Sonia adopter l'attitude de Lisaveta est extrêmement troublant et montre bien à quel point Raskolnikov est dans une structure quasiment répétitive, Jean-Louis Baquès. Oui, il est dans une structure répétitive, mais le plus extraordinaire dans ce texte-là, c'est que Sonia joue aussi. Et que sans savoir, elle est Lisaveta. Et ce qui est étonnant, c'est que ça ne se passe pas tout à fait de la même manière. Je veux dire, Lisaveta est entrée dans la pièce et a vu sa sœur qui baignait dans son sang, et Raskolnikov s'est retourné et la hache est retombée une seconde fois, dans le bon sens cette fois. Je veux dire dans le sens du tranchant. Mais donc elle est debout et Raskolnikov est debout. Alors que dans la scène de l'aveu, Raskolnikov et Sonia sont assis, l'un à côté de l'autre, sur le divan, je crois, et il commence à à faire son récit alors qu'ils sont donc encore assis, et elle se lève et elle prend l'attitude. Est-ce qu'elle le sait, est-ce qu'elle ne le sait pas ? Elle prend l'attitude de Lisaveta. C'est une attitude d'enfant d'ailleurs. Qui est une attitude d'enfant et c'est très important. Et mais elle le joue aussi. Et comment dire, ça se passe au-delà des individus. Voilà, je crois que c'est ça qu'il faut arriver à dire. C'est très difficile à penser quand on a affaire à un roman du 19e siècle, un roman réaliste. Mais il y a quelque chose qui est au-delà. Et c'est bien pour cela qu'il est aussi important, les critiques ont été un peu étonnés, il est aussi important que Sonia lise l'Évangile à Raskolnikov. Et alors, l'idée vient de Porfir Petrovitch. Chose étrange, c'est lui qui a dit à Raskolnikov, est-ce que vous connaissez la résurrection de Lazare ? Et voyant un évangile chez Sonia, Raskolnikov dit à Sonia, lis-moi la résurrection de Lazare. Et Sonia lit le texte et elle devient
littéralement Marie, et on ne sait pas où est Raskolnikov. Mais il y a une Einfühlung du personnage qui dépasse largement les discussions proprement juridiques liées au droit romain. Bakhtin écrit que le discours intérieur de Raskolnikov se déroule comme une pièce de théâtre philosophique où les acteurs incarnent des points de vue sur le monde et sur la vie. C'est ce que vous dites, ce ne sont pas des individus, ce sont des points de vue sur le monde et sur la vie. Mais alors vous prenez point de vue au sens le plus concret. Le point de vue de celui qui est assis n'est pas le même que celui, le point de vue même au sens qui est d'incarnation, tel que Sonia s'incarne dans Lisaveta lorsqu'elle entend l'aveu, ou lorsqu'elle regarde l'aveu de Raskolnikov, et de même que Sonia devient lorsqu'elle lit l'Évangile, elle s'incarne même dans le personnage. Absolument. Et ça passe par tout l'aspect concret du roman. Ça passe par l'espace, ça passe par les attitudes, ça passe par la position dans l'espace, ça passe par la composition du lieu. Si Dostoïevski m'entendait, il pousserait du hurlement, parce que la composition du lieu, c'est un bout de Saint-Ignace de Loyola, et entre Saint-Ignace de Loyola et Dostoïevski, il y avait quelques cadavres. Bon, mais c'est bien cela qui est en jeu. Oui. Il faut y revenir, Dostoïevski a écrit des romans, il n'a jamais cessé d'écrire des romans. Alors de temps à autre, il écrivait, c'est le journal d'un écrivain, il écrivait son opinion sur tel ou tel problème politique, économique, problème de société, problème religieux, etc., etc. Mais quand il écrit des romans, il écrit des romans. Et les thèses n'existent que comme des espèces d'émanations de positions de corps dans un espace. À la fin de ce roman, à la fin de Crime et Châtiment, Raskolnikov prend le chemin du bagne accompagné de Sonia. Oui. Et Dostoïevski écrit que c'est là sans doute une régénérescence, une nouvelle naissance d'un homme. C'est une résurrection. Résurrection littéralement. Mais là commence une nouvelle histoire. L'histoire du renouvellement progressif d'un homme. L'histoire de sa progressive régénérescence, de son passage progressif d'un monde à l'autre. Celle de son entrée dans une réalité nouvelle et jusqu'alors entièrement insoupçonnée. Cela pourrait faire le thème d'un nouveau récit, mais notre récit présent touche à sa fin. Merci Jean-Loup Baquès. De vous, les auditeurs peuvent lire donc ce livre Crime et Châtiment, une lecture, un commentaire de Crime et Châtiment qu'on trouve en foliothèque, mais également L'impasse rhétorique, publié par les éditions PUF, qui n'est malheureusement plus disponible, mais qui traite de ce problème de la définition en théorie de la littérature. On l'a bien entendu, c'est ce refus de définir les choses pour mieux en parler, et également le mythe dans les littératures d'Europe. Toutes ces indications bibliographiques sont en ligne sur le site des Nouveaux Chemins. À 10h50, moins 15 secondes sur France Culture, c'est l'heure de retrouver le journal de la philosophie. Avec vous, François Noudelman, bonjour. Bonjour Adèle. Aujourd'hui, je reçois le philosophe Étienne Balibar pour un volume important qui reprend des textes écrits depuis une vingtaine d'années. Citoyens, sujets et autres essais d'anthropologie philosophique publiés au PUF.
Bonjour Étienne Balibar. Bonjour François. Je sais que le tutoiement, le prénom, etc. sont interdits à la radio, mais tu ne m'en empêcheras pas. Bon, d'accord, Étienne. Donc, je rappelle que vous êtes un professeur émérite à l'Université de Paris-Ouest et que vous enseignez aussi à Irvine et à Columbia. Ce volume reprend des questions classiques que vous avez toujours traitées, la question du sujet, la question de la communauté, du nous, la question de l'universel. Comment s'est-il composé ? À partir d'une question, je crois, de Jean-Luc Nancy. Oui, il s'est composé de deux façons différentes qui ont fini par converger. Bon, le point de départ du livre, qui en forme aujourd'hui l'ouverture, mais dont évidemment à l'époque je n'imaginais pas du tout qu'il aurait ce destin-là. C'est un texte que j'avais écrit en 1989, je crois. Alors la date n'est évidemment pas tout à fait innocente parce que beaucoup de choses se passaient en 89 qui produisait une conjonction et une conjoncture très, très, très étrange. C'était pas seulement l'anniversaire symbolique de la Révolution française, mais c'était la Révolution dans les pays de l'Est et d'autres choses. Bon, donc il se trouvait qu'à l'époque, Jean-Luc Nancy, le philosophe que tout le monde connaît, qui est aussi un vieil ami, mais passons, avait eu l'idée de lancer une sorte de consultation, on pourrait presque dire dans l'esprit des concours du XVIIIe siècle, la question qu'est-ce que les Lumières, à laquelle a répondu Kant, etc. Bon, ne nous mouchons pas du pied, mais qui était une question très étrange et au fond un peu sophistique dans sa formulation. Après le sujet, qui vient ? Et il avait demandé à une vingtaine de philosophes français de générations assez différentes, bon, Derrida, Deleuze, Blanchot, philosophes et écrivains, bon, d'autres plus jeunes, ma génération, Descombes, Rancière, moi, bon, j'en oublie certainement, bon, Badiou, et puis d'autres encore un peu plus jeunes, Jean-Luc Mariot, enfin vous voyez, il y a une grande diversité, de proposer des réponses de dimension ad libitum à cette question pour former un volume de revue. Bon, alors la question c'est qui vient après le sujet ? C'était après le sujet qui vient. Bon, alors évidemment ce qui était sophistique dans cette histoire, c'est que si on pose la question sous la forme qui voilà, la seule réponse possible c'est un nom du sujet, quel qu'il soit. Oui. Bon, donc ce qui vient après le sujet c'est le sujet, on n'en sort jamais. Bon, et tout ça prenait place dans le contexte de la grande querelle des années 60-70 et même encore 80, où étaient impliqués Heidegger, le structuralisme et tout ça, qui est Nietzsche, bon, critique des philosophies du sujet. Bon, alors on n'a pas le temps d'entrer dans tous les détails. Bon, je finis par faire une réponse, d'ailleurs avec retard, qui était fondée sur une espèce d'illumination politico-philologique, bon, que ensuite j'ai longuement développée, en particulier dans le vocabulaire européen des philosophies que dirige Barbara Cassin, qui est qu'il y a un grand jeu de mots historique, j'ai même dit historial, qui est sous-jacent aux utilisations modernes de la notion de sujet et qui tient au fait que sujet en français, bon, mais ça ne serait pas vrai en allemand, bon, a deux étymologies au fond. D'un côté, c'est celle que les philosophes ont tendance à privilégier, Heidegger et d'autres, bon, c'est le subjectum, c'est-à-dire l'hypokeimenon de la métaphysique grecque, mais aussi de la grammaire, le sujet de la proposition, évidemment. Bon. Et puis de l'autre côté, c'est le subjectus, c'est-à-dire le sujet du prince, le sujet de la loi, donc c'est une notion essentiellement juridico-politique. Et je me suis dit, en réalité, les deux choses sont totalement indissociables, bon, ça convergeait avec mes propres intérêts de toujours, et j'ai proposé comme réponse, après le sujet vient le citoyen. Mais j'ai aussitôt pris conscience du fait que le citoyen ayant remplacé le sujet, bon, ce qui n'est pas un seul événement, mais un long processus constitutif de l'entrée dans la modernité, il se produit immédiatement un phénomène de sens inverse qui est en somme pas la rechute, mais la retransformation du citoyen en sujet, sauf que c'est un tout autre sujet. Oui, alors c'est le sujet transcendantal, c'est le sujet psychologique, c'est le sujet moral. On est dans une sorte de dialectique là. On est dans une dialectique, sauf que cette dialectique, bon, alors évidemment, avec le temps, j'ai répudié mon anti-hegelianisme simpliste. J'ai rêvé, non pas évidemment de réécrire la phénoménologie de l'esprit, mais de remettre mes pas dans ceux de Hegel de différentes façons, y compris dans la lecture des textes, Rousseau et d'autres. Et bien sûr, j'ai essayé de construire une sorte de dialectique autour de ces deux mouvements. Sauf que naturellement, c'est pas une dialectique qui s'achève jamais dans l'esprit absolu. Alors,
Alors pour finir, je sais que je suis un peu long, mais de répondre à votre question, il y avait ce point de départ, si vous voulez. Bon, et puis ensuite, des détours innombrables jusqu'au jour où j'ai voulu essayer de construire à nouveau, non pas une synthèse, mais un assemblage, si possible une harmonie, ou en tout cas une complémentarité d'essais qui relancent la question de l'anthropologie philosophique. Oui. Et je me suis rendu compte à ce moment-là qu'au fond, cette réponse à Jean-Luc Nancy en était le point de départ nécessaire, sous la condition évidemment d'arriver au bout du compte à autre chose que la pure et simple répétition du début. Alors, Étienne Balibar, c'est un livre très consistant et qui fait plus de 500 pages. Oui, mais ce sont des essais isolés et moi, je vois aucun inconvénient à ce qu'on fasse son choix là-dedans. Je vous avoue, c'est ce que j'ai fait. Pour ne pas dire son marché. Oui. Mais alors, ce qui est singulier, c'est qu'à la fois, vous reprenez des questions très classiques, le sujet à la modernité, avec Descartes, le nous communautaire, on passe par Hegel et Marx, mais c'est articulé aussi à des questions très contemporaines, c'est-à-dire à la question de la contradiction de l'universel ou des universels, parce que vous faites jouer l'universalité et la différence. Et là, on voit l'intrusion de questions très, très, très contemporaines sur la différence sexuelle, la différence culturelle. Oui. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire en peu de mots... Combien de temps il me reste 2 minutes 30 secondes. Non. 30 secondes. Non. Bon, alors, écoutez, disons les choses très vite. Bon, d'une part, une des choses qui me sont apparues, l'avantage de travailler longtemps, de remanier, j'ai éliminé des tas de choses, j'en ai ajouté d'autres et même j'en ai écrit d'autres, en fait, en particulier la conclusion, spécialement pour que ça finisse par faire un livre. Bon, c'est que on prend conscience après coup, en somme, quoi. Bon, je dis pas qu'on se regarde écrire, mais enfin, on prend conscience après coup de ce qui s'est passé. Bon, et ce qui s'est passé, j'espère que c'est pas simplement une question qui m'intéresse moi, mais que c'est une question plus générale, c'est que sur 30 ans, si vous voulez, ou sur 40 ans, en remontant au grand débat de l'époque des années 60, du structuralisme et du post-structuralisme, d'une certaine façon, la querelle, que j'appellerais la querelle de l'universel, a remplacé ou a pris la place de la querelle de l'humanisme. Elles ont un rapport entre elles, mais c'est pas la même chose. Bon. Et la querelle de l'universel, aujourd'hui, ça se présente comme une sorte de grand combat entre les tenants de l'universel et les tenants de la différence ou du différentialisme, et dialectiquement, si vous voulez, j'ai voulu dépasser cette antithèse qui me paraît atrocement simpliste. Donc, relancer la question de l'universel du point de vue de la différence anthropologique. Et pour ça, il a bien fallu que je prenne les exemples auxquels vous venez de faire allusion. Merci beaucoup, Étienne Balibar. Je rappelle le titre de votre livre, Citoyens, sujets et autres essais d'anthropologie philosophique, qui paraîtra au PUF le 5 octobre. Merci François. Jean-Louis Bacchès, Raskolnikov et Étienne Balibar, c'était le programme du jour. Ainsi s'achèvent les nouveaux chemins, mais ne vous en faites pas, on se retrouve demain où je recevrai le philosophe Michel Elchaninov qui viendra continuer ce voyage littéraire en terre de Dostoïevski en nous proposant sa lecture et son analyse des frères Karamazov. Si vous voulez réécouter cette émission, vous le savez, rendez-vous sur le site franceculture.com à la page des nouveaux chemins, où vous pourrez également télécharger cette émission sur votre ordinateur pour pouvoir l'écouter où vous voulez, quand vous voulez. Vous écoutez France Culture, il est 10h59. Dans un instant, Culture Monde, Florian Delorme.